Bonjour. Ceci est la première d'une série de courtes vidéos destinées aux travailleurs sociaux. À l'image des formations de l'Institut de droit pratique, je vous parlerai de problèmes de famille, d'argent, de logement, de justice, mais je commencerai par un sujet qui vous concerne directement, la tentation des pouvoirs publics d'utiliser les travailleurs sociaux pour obtenir des informations sur certaines catégories d'usagers. Je vais vous donner un exemple qui m'a été soumis lors d'une formation dans une association aidant des personnes en grande difficulté à obtenir des prestations servies par le Conseil général, en particulier le RSA. Au sein de l'association cohabitent des assistantes sociales diplômées, d'autres travailleurs sociaux, le secrétariat et le personnel administratif. L'association est subventionnée par le Conseil général, qui voudrait en savoir un peu plus sur la situation des allocataires, en particulier leur santé. Céder à ces exigences ne reviendrait-il pas à violer le secret professionnel pour ce qui est des assistantes sociales et aussi violer l'obligation de confidentialité qui s'impose à tout le personnel du service? La pratique est bien plus complexe que la théorie, car s'il fallait uniquement se fier à la loi, on ne communiquerait rien du tout. Mais l'usager risquerait d'être privé de ses prestations et l'association de ses subventions, conduisant peut-être au chômage celles et ceux qui ont invoqué à tort ou à raison le secret professionnel. Vous criez peut-être au chantage, les professionnels étant utilisés pour aider l'administration à exercer une sorte de contrôle social. Ce n'est pas tout à fait faux, et cela a même été quasiment institutionnalisé par la loi du 5 mars 2007 pour la prévention de la délinquance. L'article L. 121-6-2 du Code de l'action sociale et des familles oblige en principe les travailleurs sociaux à signaler au maire de la commune et au président du conseil général toute difficulté sociale appelant une réponse pluridisciplinaire, donc en fait tous les divorces et autres ruptures de couple, les problèmes d'argent, les cas de surendettement, les problèmes d'enfants, etc. Ces dispositions n'ont jamais été véritablement appliquées, pour des raisons qu'il serait trop long d'expliquer ici. Mais la pression que cette collectivité territoriale met sur cette association, et donc sur ses travailleurs et assistants sociaux, peut être interprétée comme une forme plus insidieuse de contrôle social. Cela étant dit, que fait-on concrètement ? Cela ramène à la problématique plus générale du partage, interdit en théorie et pratiqué tous les jours, par exemple au sein de commissions sociales qui attribuent des secours à des salariés, commissions dans lesquelles peuvent siéger des syndicalistes ou des membres du comité d'entreprise et où les dossiers ne sont pas toujours anonymes. De toute manière, en matière de secours, il est difficile de cacher au payeur qui est le bénéficiaire du virement ou du chèque. Respecter la loi à la lettre reviendrait à supprimer tous les secours accordés au personnel par le biais du service social. Personne n'y songe. Il existe quelques constantes que l'on retrouve à peu près dans tous les textes, même officieux, comme une circulaire de 96 organisant le partage que la loi ne prévoit pas, dans le code de déontologie des assistants sociaux, dans le code de l'action sociale et des familles en matière de protection de l'enfance, dans le code de la santé publique en matière de secret médical, ou même dans la jurisprudence concernant d'autres professions, notamment les médecins. Comme les médecins sont bien plus nombreux que les assistantes sociales, ils offrent un terrain d'investigation dont les conclusions peuvent souvent être transposées à tous les professionnels astreints au secret. Quelles sont ces constantes? D'une part, qu'il s'agisse de partager des informations, de se défendre contre des menaces d'un usager, d'informer l'aide sociale à l'enfance de la situation préoccupante d'un mineur, de signaler une situation dangereuse aux autorités. Il ne faut transmettre que ce qui est strictement nécessaire à la poursuite du but recherché, et pas davantage. Par exemple, dans un arrêt du 18 juillet 1984, la Cour de cassation a confirmé la condamnation pénale d'un médecin pour violation du secret professionnel parce que dans une plainte contre un patient qui le harcelait et le menaçait, il était allé au-delà de la simple énonciation des faits. D'autre part, il faut s'assurer que cette transmission est conforme aux intérêts de l'usager et non à ceux du destinataire de l'information. C'est pourquoi l'employeur ou le supérieur hiérarchique d'une assistante sociale ne peut rien exiger d'elle en cette matière, comme en jugea la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 1980. La circulaire santé-justice de 1996, qui n'a pas de véritable valeur juridique, mais qui reflète une pratique généralisée depuis fort longtemps, dispose que le destinataire des informations doit lui-même être astreint au secret professionnel et que l'usager doit, sinon donner son accord dont la valeur juridique est très discutable, du moins être informé de la transmission et de ses conséquences. Revenons à notre exemple de l'association subventionnée par le Conseil général. Si l'assistante sociale refusait de transmettre au Conseil général des informations a priori confidentielles,
Elle nuirait à l'usager, qui pourrait être privé du RSA. Elle nuirait aussi à l'association, tout en compromettant sa propre situation dans l'hypothèse d'un retrait d'une subvention, avec les licenciements qui pourraient en découler. Cette analyse encourage a priori à satisfaire les exigences de ce Conseil général, après information de l'usager, d'autant plus qu'on n'imagine pas cet usager déposer plainte pour violation du secret professionnel. Le débat se situe donc davantage sur le terrain de l'éthique et de la déontologie, et sur la nécessité d'être vigilant pour qu'au nom d'intérêts prétendument supérieurs, on ne glisse pas du secret professionnel vers une obligation de délation ou un contrôle social. La tentation d'utiliser les assistantes sociales pour obtenir des informations n'est pas nouvelle et ne concerne pas seulement les pouvoirs publics. Au sein des entreprises et des administrations, les assistantes sociales du personnel sont parfois sollicitées en cas de comportement bizarre ou d'absentéisme d'un salarié, évidemment dans son seul intérêt. Il n'est jamais agréable d'être tiraillé entre des légitimités qui s'affrontent. Le débat reste donc ouvert et je vous renvoie à une prochaine réflexion, peut-être dans le cadre d'une formation où nous aurons tout le temps de l'approfondir. À bientôt donc, au moins dans une prochaine vidéo.